Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle rediff de l'été du podcast Parlons Livre Photo. Aujourd'hui, je suis avec Philippe Ponce, dont l'épisode avait été diffusé dans le podcast en février 2022. C'est l'épisode numéro 44. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, comment vas-tu ? Très bien, très très bien. Je rentre de voyage, donc c'est toujours agréable de retrier les photos et puis de se replonger dans ce qu'on vient de vivre. Alors, tu rentres de un mois aux USA, c'est ce que tu me disais dans l'email. Donc, je vois qu'après ton livre 30 ans de voyage, tu n'as pas pour autant cessé de voyager. Tu peux nous parler un petit peu de ton voyage là ? C'est un voyage en famille cette fois, je crois, c'est ça ? Ah oui, c'est bien ça, ouais. Oui, oui, bien sûr, je n'arrête pas de voyager. La vie est trop importante. Donc, on est parti avec mes enfants une grosse semaine sur New York, là. Et puis après, on a pris un vol intérieur jusqu'à San Francisco. On a logé la côte jusqu'à Los Angeles. Et puis après, direction le centre des USA, là, le centre, la vallée de la mort, une partie de la route 66, Monument Valley, Grand Canyon, et la fin à Las Vegas. Voilà, donc ça nous a bien occupés et on s'est vraiment régalé, oui. Mais même s'il a fait très chaud. En France aussi. J'imagine que tu Oui. as fait des photos. Ah oui, oui, tout à fait. J'en ai fait un gros paquet là. Je suis justement en train de les trier, de faire un peu d'essayer de ressortir quelque chose de positif là. Et voilà, ça prend du temps ça aussi. Un prochain livre avec peut-être ? C'est pas dans le. Non, a priori non, mais bon, On sait je vais jamais. voir. Il faut laisser décanter tout ça, oui. Voilà. Écoute, ça me fait très plaisir là de t'avoir au téléphone pour cette petite introduction avant de rediffuser ton épisode. D'autant plus que je me souviens qu'on avait fait l'enregistrement à Aix-en-Provence dans le studio de Sophie Bourgex, qui Ouais. d'ailleurs a aussi un épisode dans le podcast. Et moi qui suis également photographe voyageur, j'avais bien apprécié notre rencontre et notre échange. Il y avait beaucoup d'émotions, je trouve, dans tes propos, dans tes paroles, dans toutes les anecdotes que tu avais pu relater. Donc je ne vais pas te Ouais. retenir plus longtemps, on va diffuser tout de suite cette rediffusion. Et écoute, D'accord. merci Philippe d'avoir décroché ton téléphone et à bientôt j'espère. Merci, avec grand plaisir. Oui, j'espère que les personnes apprécieront les discussions et regarderont le livre. Oui, alors c'est vrai que je l'ai déjà dit en début de l'intro, mais tu es donc l'auteur du livre 30 ans de voyage. Et je crois qu'il faut te contacter pour l'acheter, hein, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Ouais, directement sur le mail. Alors, je ne sais pas si je peux le donner ou. Oui, tu peux le donner, puis de toute façon, je mettrai également le lien vers ton Ouais. mail dans les notes de l'épisode. D'accord. Alors, c'est philpons, philopons 12@orange.fr. Donc, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger. Ok, Voilà. je mets tout ça dans les notes de l'épisode. Merci Philippe, à bientôt et tout de suite Merci. l'épisode de Philippe de février 2022. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. J'ai toujours la même sensation. Ça, pour le coup, c'est resté depuis. Tant qu'on est dans l'aéroport, on est dans un environnement occidentalisé, climatisé, un peu aseptisé, quoi. Et j'adore le moment où les portes s'ouvrent et où on se retrouve vraiment dans la rue. Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Je suis aujourd'hui avec Philippe Ponce, donc Philippe Ponce, ancien cheminot qui a parcouru la planète durant ses congés et a fini par en faire un très beau livre intitulé 30 ans de voyage qui, comme son nom l'indique, compile 30 ans de photographie en
partant de la diapositive qu'il a numérisée pour l'occasion, avec du numérique. Mais c'est lui qui nous en parlera le mieux tout à l'heure. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, on va commencer un petit peu avec ton parcours privé, si tu veux bien, et puis, enfin privé, on va dire professionnel, parce que tu as eu une vie autre que photographe, tu as été cheminot, comme je disais tout à l'heure, et puis on enchaînera ensuite sur ton livre. Parle-nous un petit peu de ton parcours alors. Mon parcours, donc je suis rentré très jeune à la SNCF, à 17 ans, et j'ai eu toute une carrière où j'ai travaillé dans les gares, dans le sud, là, et une bonne quinzaine d'années à Toulouse. Puis après, je suis passé à la conduite, quand j'étais conducteur de train, donc, et j'ai fini ma carrière à Millau, donc vu que je suis originaire de là. En même temps, vers 24-25 ans, j'ai découvert le voyage à travers, par l'intermédiaire d'un ami qui m'a fait une soirée diapositive et qui m'a donné le déclic en fait pour l'envie de partir comme ça en solo et puis Et c'était en quelle année ça, le déclic alors c'était en 1989 exactement. Et j'ai donc j'ai tenté l'aventure, j'étais tout seul là, et je suis parti tout seul, j'ai pu avoir 2 mois de congé et je suis parti tout seul au Mexique et au Guatemala. Voilà, ça a été la grande aventure. 2 mois de congé. Oui, c'est-à-dire c'était sur Sympa. décembre 89, janvier 90. Donc en plus je bossais souvent des fériés et des nuits, donc j'avais des récupérations. Donc, avec l'accord de la boîte, évidemment, j'avais pu partir 2 mois, quoi. Alors, dans le podcast, je disais, on parle livre photo, mais ceux qui ont l'habitude d'écouter des épisodes savent aussi que parfois, on part vers d'autres sujets. Et là, il y en a un qui m'intéresse notamment, c'est la SNCF. Oui. Alors, bon, on va pas partir sur les clichés et tout ça. Mais par contre, ce qui m'intéresse, et ça peut être intéressant, je pense, pour les jeunes photographes qui cherchent une carrière où ils peuvent avoir des congés dispo pour voyager et faire des photos. Non, faut pas le dire. Je crois que c'était il y a 30 ans, ça. Donc je il y a pense 30 ans, c'est plus de 30 ans, ouais. Donc ça, je pense que ça a pas mal évolué. Et les effectifs étant ceux qui sont à SNCF, je pense qu'il y a beaucoup moins de souplesse au niveau de la gestion. Ouais. D'accord. Mais toi, par contre, j'ai l'impression que tu en as bien profité pour voyager. Du coup, ça se passait comment alors à l'époque à la SNCF ? Alors en fait, moi, donc ça s'est passé quand j'ai bossé à Toulouse. Je bossais assez régulièrement les fériés et je faisais quelques heures de nuit quand même. Donc en fait, on cumule tout un tas de minutes et au bout d'une minute, ça déclenche un jour, etc. Et donc, avec l'accord de la direction, moi, j'avais pu partir 2 mois la première fois pour mon premier voyage. Et j'ai fait d'autres voyages après 2 mois et demi, on va dire, à peu près. D'accord. Sachant que c'était jamais pendant les périodes de vacances scolaires. Donc, quelque part, la boîte était intéressée aussi que je parte à ce moment-là, quoi. Oui, parce que j'imagine que la majeure partie des gens veulent partir au congé scolaire pour passer le temps en famille. Donc tu les as rangés un peu finalement. Voilà, tout le monde y était gagnant. Ouais. Ok, mais en tout cas c'est cool parce que du coup tu as pu faire de beaux et longs voyages. Oui. Et les voyages longs c'est toujours plus sympa quand on peut prendre le temps et s'imprégner. Tout à fait. Alors en plus c'était donc assez loin, donc il y a le temps quand même d'arriver, de s'acclimater. Le décalage horaire, bon, c'est bien de prendre la température. J'aime bien prendre la température du pays et pour prendre le temps aussi d'observer et donc après la photo vient en suivant, quoi. D'accord. Voilà. Et avant de reparler de voyage, on va un peu parler photo. Tu as commencé la photo quand dans tout ça ? Alors à ce moment-là, donc vers 23-24 ans. C'est les voyages en fait qui t'ont amené. C'est ça. Ok. La photo m'a amené les voyages et vice versa en fait. Ok. Il n'y a pas de voyage sans photo, il n'y a pas de photo sans voyage en fait. Donc tu peux pas répondre à la question que je pose de temps en temps, photographe voyageur. Est-ce que tu es photographe voyageur ou voyageur photographe ? C'est compliqué du coup. Non, il n'y a pas de réponse, c'est seul les deux. C'est voyageur, photographe, voyageur. Voilà, c'est ça. Donc tu nous disais que donc ton premier voyage c'est Mexique et Guatemala. Hein, voilà, c'est ça ? oui. Alors, comment ça se passe quand on a la vingtaine et qu'on arrive au Mexique, Guatemala ? En plus, il y a 30 ans, ça devait pas être la même histoire pour voyager et c'était moins fréquent. Bien sûr. Et puis, il n'y avait pas Internet surtout. Donc, mine de rien, ça facilite bien le voyage maintenant. Ça se passe qu'en fait, il me restait de mes études scolaires 3 mois d'espagnol à peu près, en mémoire.
Donc je me suis retrouvé. Donc j'ai mis à peu près un an pour préparer ce voyage. Je me suis documenté à mort. Enfin, je suis parti au Mexique. Je savais tout de l'histoire. Enfin, j'étais à fond. Et mais ça a été avant tout une grande aventure personnelle, humaine, on va dire. C'était quelque chose un peu comme un défi. Et je me revois être à l'aéroport de Mexico. C'était minuit, donc voilà, j'étais tout seul, 3 mois d'espagnol. Voyage solo alors. Ouais. Et là, débrouille-toi, quoi. Et ça, c'est quelque chose. Bon, après, quand on renouvelle ce genre de voyage, on prend un peu l'habitude, mais la première fois, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Moi, ça me fascine parce que, alors je vais pas dire que je suis né avec Internet, je suis né en 80, donc il n'y avait pas tout de suite le net. Néanmoins, j'ai commencé ma vie d'adulte avec Internet et je n'ai jamais voyagé sans Internet. Ça veut dire que du coup, derrière, alors parfois, je regrette un peu, mais j'ai toujours pu me renseigner sur les déplacements en allant fouiller sur le net, en allant voir le travail des collègues. Et je regrette un peu parfois et j'ai jamais eu le courage de ne pas regarder parce que tu peux essayer. Ouais, il faudrait un jour, mais c'est tellement facile en fait. Oui, et puis même sans le vouloir, de toute façon, maintenant on a des infos sur tout. Mais comment ça se passe quand on prépare un voyage sans Internet? Alors c'était quoi, bibliothèque? Que du livre, hein, du livre, des documents, un maximum de documents. L'histoire du Mexique de A à Z, enfin tout. Puis bon, quand on arrive dans une ville, on est avec le guide du routard ou les planètes qui étaient même pas en français, donc à cette époque-là, je fais un peu ancien combattant là, mais et on voit qu'il y a 3-4 adresses d'hôtels, on fait les 3-4 hôtels, on voit celui qui est moins cher, celui qui est à peu près confortable, pas trop sale, enfin voilà quoi. C'est un peu, enfin maintenant c'est vrai qu'on dirait que c'est un peu à la dure, mais bon, fait, ça va. Ça, par contre, c'est un truc que je fais encore, de ne pas réserver les hôtels à l'avance et de chercher sur place. Ça m'arrive encore. D'accord. Mais ouais, non, c'est intéressant. Moi, ça me fascine parce que, à vrai dire, même rien que pour le boulot, je ne saurais même pas comment travailler sans Internet aujourd'hui et sans le téléphone portable. Pour moi, ça serait compliqué. Alors, pour faire des livres, on n'en parle même pas. Alors, je crois qu'on en parlait dans un épisode, je sais plus avec quel collègue photographe. Et je disais, moi, je fais tout sur l'ordi, j'envoie ça à l'imprimeur et ça sort. Avant, il y avait de la photogravure, ce genre de truc. J'ai mis du temps à comprendre d'ailleurs ce que c'était exactement. Il a fallu que je fasse le podcast avec Yegan Mazandarani, qui a fait un super livre, Paria, avec du moyen format argentique et qui lui a fait appel à un photograveur, à l'ancienne, quoi, et un super bouquin. Mais ouais, je ne saurais même pas travailler comme ça. Donc, moi, ça me fascine, les gens qui ont voyagé. Puis même le fait de partir de faire le stock de pellicules, là, je partais avec 30, 40, non mais ce sont des détails, tout ça, mais enfin, j'ai fait des randos dans l'Himalaya, au Népal, tout ça, où j'avais mon stock de diapos, de pellicules diapos, j'en avais peut-être 40 sur moi, quoi. Il faut se le faire suivre, il faut, enfin, tout ça, c'est évidemment, un jour, une année, je partais, je crois, je crois que c'était au Canada, j'allais faire mon stock de pellicules au supermarché du coin, là, comme d'habitude, quoi. Et puis en fait, le gars du rayon, je cherchais ces pellicules, et puis le gars du rayon m'a dit, mais monsieur, vous avez entendu parler du numérique? Et là, j'ai pris un grand coup je me suis dit, bon, là, peut-être il va falloir que tu te mettes un peu à la page, parce que moi, j'étais encore dans l'argentique. C'était quand ça? Oh là, c'était un... J'étais pas en avancé là-dessus. Ça doit être en 98-2000, je sais plus exactement. Ah oui, c'était vraiment les tout débuts du tout à fait. numérique. Mais bon, du coup, dans les magasins, les stocks de pellicules diminuaient. J'ai eu du mal à en trouver, quoi. Après, évidemment, je me suis mis au numérique, mais... Alors, on peut aussi parler matos, même si c'est pas le but du podcast, mais c'était quoi, du coup, ton premier appareil photo numérique? Alors, moi, j'ai toujours eu des Nikon, en fait. Je sais même pas pourquoi, en fait. Voilà, je suis parti là-dessus, puis je suis resté là, sur cette marque. Ça devait être des 70, alors, un truc comme ça, non? Alors, en argentique, F401, puis 801, et après, oui, le D70, ouais. Ouais, je crois que c'était un des premiers Nikon abordables, parce que ça coûtait une blinde. Ah oui. Bon, puis mes moyennes n'étaient pas non plus illimitées, donc... j'ai essayé au fur et à mesure, quand je renouvelais, que ce soit les objectifs ou
ou l'appareil, de prendre un petit peu plus le niveau dessus. Moi, je me souviens le premier numérique, alors j'étais équipé en réflexe argentique Minolta moi à l'époque, et le premier numérique c'était un Sony, et c'était l'horreur. Il y avait, je crois qu'il y avait 2 millions de pixels. Il y avait une mémoire interne de 16 mégaoctets. Donc je crois que je faisais 5 ou 6 photos et elle était pleine. Mais surtout, les cartes mémoire Sony, en plus, à l'époque, étaient tellement chères. Les fameuses mémoristiques, c'était tellement cher que j'avais plus les moyens, après avoir dépensé des sous pour l'appareil photo, d'en acheter. Donc je faisais tout avec les 16 mégaoctets internes. Et l'appareil photo, je me souviens, c'était une horreur. Il marchait à pile. Je faisais 4-5 photos, je remplissais la mémoire. Mais par contre, j'en faisais 4 et j'avais plus de piles. Et j'ai continué longtemps encore avec mon réflexe argentique parce que c'était ingérable. Voilà, ouais, non mais c'est vrai que ça maintenant ça paraît complètement c'est incroyable, mais ouais, j'ai l'impression de vraiment être un dinosaure là. Mais bon, voilà, ça a été mon vécu les premières années de voyage en fait. Ouais. Tout premier appareil photo donc argentique, celui-là, tu te rappelles de ce que c'était? Ah oui, c'était le F401 de Nikon. En fait, je m'en rappelle parce que justement au premier voyage, au bout de mois donc je faisais un voyage de 2 mois, Mexique et Guatemala. Et au bout d'un mois et demi, je me le suis fait piquer, quoi. Me l'a volé dans un bus. Ah merde. Ouais, un trajet de nuit et je me suis endormi. Et le lendemain, j'avais toujours le sac entre les pieds, mais il n'y avait plus rien dedans, sauf les pellicules. Donc l'essentiel était quand même préservé, mais pour le coup, j'ai fini mon voyage sans appareil photo, quoi. Voilà. C'était dur à trouver les pellicules quand on partait à l'étranger. Oh, je prenais tout en France, en fait. J'achète tout, voilà, pour assurer le. Mais il y avait cette crainte aussi. Quand on passait à l'aéroport, au Rio, là, il y avait certaines. Ouais, alors c'est vrai ça ou c'est une légende urbaine? Je sais pas. Non, moi je peux pas. Non, en fait, a priori, moi j'ai jamais eu de soucis. Ouais, je sais que sur le numérique, j'ai jamais eu de soucis. Et moi, à l'époque, quand j'ai de l'argentique, je voyageais pas, donc j'ai pas été confronté à ça. Mais bon, je sais pas. Il y en a qui disent les légendes urbaines. Voilà. Bon, on va arrêter de parler un peu matos parce que pour ça, il y a l'excellent podcast de Il ne faut pas poser les ISO. Je sais pas si tu connais, mais très bon podcast qui parle beaucoup matériel, c'est sympa à écouter. Mais nous, on va revenir au voyage avant d'attaquer le livre, qui est aussi un livre de voyage, je le rappelle. Donc, Mexique, Guatemala. T'arrives solo, tu sors de l'aéroport à minuit. Alors en fait, ce qu'il y a, j'ai toujours la même sensation. Ça, c'est pour le coup, c'est resté depuis. Tant qu'on est dans l'aéroport, on est dans un environnement occidentalisé, climatisé, enfin un peu aseptisé, quoi. Ouais. Et j'adore le moment où les portes s'ouvrent et où on se retrouve vraiment dans la rue. Ouais. C'est-à-dire que bon, dans certains pays. Les gars du taxi qui tombent dessus là, qui harcèlent ou pour une chambre, pour tout et n'importe quoi. Et alors ça au début c'est assez moi ça m'a fait pas mal flipper d'ailleurs, mais et après petit à petit moi je m'en amuse, quoi. Mais bon, maintenant là aussi ça a évolué tout ça, mais cette première sensation du pays, que les premiers instants à la sortie de l'aéroport, c'est quand même souvent quelque chose d'assez incroyable, quoi. Voilà. Ouais, il y a un livre comme ça, je crois qu'on en avait déjà parlé dans le podcast, mais qui s'appelle Fou d'Inde, et c'est tous les gens qui deviennent dingues en Inde. Oui. Et l'aéroport, ils en parlent beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui ne sortent même pas de l'aéroport. En fait, juste à regarder ce qui se passe dehors, ils ont peur et ils prennent un vol dans l'autre sens, ils repartent. Même plus, l'Inde, c'est quand même. Oui, l'Inde, tu y as été aussi. On en parlera tout à l'heure quand on va parler du livre. T'as des anecdotes sur Mexique, Guatemala? Parce que tu me disais avant, donc tu commences la photo par le voyage. Oui. T'avais déjà un peu shooté avant ou tu découvres ça pendant le voyage? Non, c'est venu en même temps en fait. Bon, j'avais peut-être fait des photos de famille, mais fait rien de. Ouais. J'avais aucune prétention à ce niveau-là et en fait, ce sont des situations en fait pendant le voyage qui font que bon, qui donnent envie de prendre l'appareil et de shooter, quoi, de déclencher. Et donc au final, ces photos, t'en as fait un bouquin. Mais est-ce que au début, quand t'as commencé à faire des photos, c'était juste pour ramener des souvenirs comme ça, ou à un moment tu t'es dit ouais, je devrais faire quelque chose avec, ou est-ce qu'il y a déjà une idée Alors en fait, tous les premiers, les plus longs voyages en fait du début là,
j'arrivais tout fier de moi, de mon expérience, mais j'avais beaucoup de mal à essayer de faire partager tout ça. Donc alors j'invitais du monde, et on faisait un bon repas, et puis après on faisait une interminable soirée diapo. Donc évidemment, au bout d'un panier ou deux, dans le noir, la moitié de l'auditoire s'endormait. Et bon, voilà, donc il venait pour me faire plaisir, et moi je racontais tout ce que j'avais en tête, là, j'essayais de ressortir un peu tout ça. Et souvent j'étais frustré parce que bon, eux, ils étaient dans leur monde, dans leur milieu, et puis bon, quelque part, j'arrivais pas à faire partager tout ce que je venais de vivre, quoi. Alors là, tu vois, je te comprends tout à fait, parce que moi je voyage beaucoup pour le travail dans des pays qui sont pas forcément des destinations touristiques. Et j'en parle pas trop en fait avec mes amis ou ma famille parce qu'il y a un décalage qui se crée. Mais j'imagine que il y a 30 ans, ça devait être encore dingue parce que bon, aujourd'hui, on va sur Insta des photos de voyage. Oui, bien sûr. Il y en a à l'appel, des gens qui voyagent, qui font des vidéos YouTube, les émissions, tous les trucs qu'on est servi. Mais il y a 30 ans, le voyage, ça restait quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Oui, des pays comme l'Indonésie, par exemple, c'était très peu connu, quoi. Maintenant, quand on parle de Bali, c'est un peu comme, je sais pas, Ibiza ou, ce sont des noms qu'on connaît tellement que ça n'a plus rien à voir. En préparant le podcast, je disais justement qu'une de tes grandes déceptions, ça avait été ton dernier voyage à Bali. Oui, parce donc j'y suis allé en 91, en 2000, et je suis revenu avec mes enfants il y a 3-4 ans, là, et j'ai plus du tout reconnu Bali, quoi, en fait. J'avais gardé un souvenir, et en fait, c'est peut-être une erreur d'être revenu au même endroit, mais non, ça n'a plus rien à voir, strictement plus rien à voir. J'ai pas envie de le dire, mais je conseille pas aux gens de partir à Bali, quoi. Enfin, c'est pas. Moi, j'ai été très déçu, très déçu. Mais je pense que c'est parce que tu as connu un autre Bali. Parce que moi, tu vois, la première fois que je suis allé à Bali, c'était en 2011. Et bon, je pense que ça s'était déjà beaucoup développé par rapport à tes premiers voyages, mais j'ai adoré. J'y suis retourné en 2000, peu de temps après, je crois que c'était 2014. Ça avait quand même aussi bien changé, mais je continuais de ressentir les mêmes émotions. D'accord. Mais parce que j'ai pas connu avant, en fait. Je pense que ça joue beaucoup. Oui, tout à fait. Oui. Parce que je trouve que c'est une île où on garde quand même. Toi, peut-être plus parce que tu as connu encore mieux avant, mais c'est quand même une île où il y a une ambiance et une certaine émotion, je dirais, une atmosphère. En fait, ce qui m'a gêné, c'est surtout le nombre de personnes, en fait. Ça a explosé. C'est ça. C'est surtout ça, en fait. Les petites routes tranquilles au milieu des rizières, là. À faire en vélo ou en scooter, mais là, il y a des bouchons, quoi, carrément, de scooter, quoi. Moi, je suis halluciné quand je vois ça. Alors bon, tant mieux si tu as apprécié, mais c'est vrai que bon, voilà, c'est le fait d'avoir connu avant qui crée un décalage. Ouais. T'es allé à Kuta Beach? J'ai évité. Tout le sud de l'île, là. Si on y avait passé une nuit, je crois, à l'arrivée, parce que bon, le vol était quand même assez long. Ouais, puis c'est pas loin de l'aéroport. Ouais, il y a ça. Ouais, voilà. Pareil. Mais après, de suite, dès que j'ai pu partir. Pareil, et j'ai détesté. Mais après, j'ai vu un Bali un peu plus tranquille, même si c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Ah, oui. Je pense qu'en ce moment-là, si t'arrives à y aller, ça doit être le bon moment. Mais j'ai même halluciné, par exemple. Le simple fait de visiter les rizières, là, qui des rizières en terrasse qui sont magnifiques, il y en a certaines, il faut payer carrément. Ah, faut payer. Ouais, enfin, je dis pas toutes, mais il y en a quelques-unes les plus connues, là, les plus belles, en fait, ils font payer un droit d'entrée. Alors, on trouve ça normal à la limite en France, mais là-bas, ça, on n'est pas habitué à ça, quoi. Voilà. Mais après, c'est pas une critique, hein, c'est juste un constat, quoi. Ouais, c'est un changement, ouais. Donc on est passé direct du Mexique à Bali, on a fait la moitié du tour du monde en claquant des doigts. Entre le Mexique et Guatemala à Bali, il y a dû y avoir d'autres voyages, j'imagine. Oui, il y a eu le Québec, en solo là aussi, pendant un mois et demi, en 90. Et oui, j'ai adoré le Québec aussi. En fait, je crois que j'ai adoré tous les voyages. Chaque fois que je rentre, je suis toujours émerveillé par ce que je vois, j'arrive toujours à trouver des points d'intérêt, quoi. Si je te pose la question, est-ce que tu as un pays préféré? Il y en a quand même un ou non tous? J'ai beaucoup aimé la Birmanie.
La Birmanie. Ouais, donc en 99, donc sous un régime, enfin c'est pas grandiose à ce moment, mais ça l'était encore au moins à cette époque-là. Et je crois que c'est le pays où j'ai fait le plus de photos de personnes en fait. C'est assez incroyable quoi. Ouais. La Birmanie, et puis j'avais fait 2 ou 3 treks là, dans le Sahara, dans le sud algérien et libyen. Ouais. Alors c'était des treks en agence, hein, donc c'était des petits groupes de 5-10 personnes. Et c'est quelque chose qui m'a mis dans tous les états. J'étais parti, justement, j'avais peur de ne trouver que des dunes de sable et que ça devienne monotone, mais en fait c'est pas du tout ça. Oui, non, le désert est plein de vie. Et alors en fait cet endroit-là, en tout cas l'état sélinagère, toute cette région, ça laisse une impression assez indescriptible, on va dire. Alors je t'envie beaucoup parce qu'en cherchant des renseignements et en préparant le podcast, je suis tombé sur un article où tu parlais d'une nuit mémorable dans le pays d'Ogon au Mali, où on ne peut malheureusement plus aller. On peut, mais bon, c'est un petit peu compliqué et risqué avec tout ce qui se passe dans le Sahel en ce moment. Tu peux nous parler de ces nuits un peu insolites et de ces moments que tu as pu vivre qu'on ne peut plus vivre de nos jours? Oui, c'est ça. Enfin, il n'y a pas une nuit particulière, mais ce sont la journée, on marchait d'un village à l'autre, là, donc on longeait toute la falaise de Bandiagara, si je me souviens bien. Et le soir, donc on dormait carrément sur les toits des maisons. Donc à la belle étoile, quoi. Ça va être grandiose. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, il y a le ciel qui est quand même incroyable. Et puis, c'est surtout le souvenir au réveil, au petit matin, où on est vraiment je veux dire, presque dans le cliché de l'Afrique, hein, c'est-à-dire les femmes qui vont chercher de l'eau avec les enfants, les baobabs, enfin, tout ça, les maisons en torchis, c'est quand même, voilà, moi j'avais adoré, ouais. Ouais. T'as fait d'autres voyages comme ça Alors en fait, si tu veux, au début je partais tout seul et assez longtemps, donc, et après, bon, la famille, les enfants, etc. Donc j'ai fait des voyages plus courts. Mais des fois, je partais 2 fois par an, plutôt sur des randos, des treks. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu donc, le Mali, enfin, tout le pays d'Ogon, au Yémen, en Algérie, donc 2 fois, dans le Sahara, en Libye, encore sous Kadhafi. Là. Mais c'était sur des régions bien précises, en fait. J'essayais pas de partir dans tous les sens. Voilà, on arrivait là, on se posait, on marchait. C'était tout un circuit à pied, quoi. T'es plutôt adepte de ce qu'on appelle aujourd'hui le slow travel, voyager lentement, voir moins de choses mais mieux. Oui, alors je sais pas si c'est l'âge ou si c'est vouloir prendre le temps tout simplement de contempler en fait. Vous voyez, ça m'arrive en voyage de passer une après-midi entière sur un banc, mais à rien faire, quoi. Et puis j'assume, Non, c'est pas rien faire, c'est. Non, enfin, rien faire physiquement. Non, mais oui, non. Mais je trouve, je prends beaucoup de plaisir à ça, quoi. Je sais pas, ça doit avoir un effet relaxant ou je sais pas. Mais je crois pas que ce soit à l'âge. Moi, pour ma part, j'ai toujours aimé voyager lentement et parfois, c'est marrant parce que je vais dans un pays et en rentrant, on me dit « t'es allé voir ça, t'es allé voir ça, t'es allé voir ça ». Je fais « Non, mais moi, en fait, je me suis posé 1 mois dans ce village et je suis allé faire mes courses et j'ai vécu dans ce village comme... j'ai eu un quotidien et moi, c'est ce que j'aime, en fait, parce que t'as le temps de rencontrer les gens, de vraiment comprendre comment ça fonctionne et puis de créer aussi des amitiés ou des liens et quand tu aimes la photo, en plus derrière, en général, tu arrives à faire des chouettes portraits et c'est beaucoup plus sympa. J'adore. Si tu veux, quand tu passes dans un marché, par exemple, les gens voient que tu as un appareil photo. Je ne sais pas peine de le cacher. Donc ils sont des fois sur leur garde un petit peu et puis en fait le simple fait de s'asseoir dans un coin et de ne pas bouger pendant 1/2 heure, au bout d'un moment, ils t'oublient. Et là, tu peux faire des photos assez sympas, quoi. Et ça, mais parce que tu prends le temps de le faire. Voilà. Et alors, on va revenir au pays d'Ogon. Tu as fait des photos, j'imagine. Oui. Et comment t'étais perçu quand tu sortais l'appareil photo? Parce que j'imagine que les touristes ne devaient pas y en avoir non plus. C'était pas les touristes de masse, ils ne devaient pas trop avoir l'habitude, si? Non, on était juste un petit groupe de 3 ou 4 personnes, en plus le guide. Donc on passait vraiment... très facilement,
c'était discret, quoi. C'est pas, moi, j'ai jamais eu de... Enfin, j'ai pas voulu non plus montrer que c'est pas un zoo, hein. Donc j'ai toujours essayé de prendre des photos discrètement ou avec le zoom assez loin. Et non, moi j'ai jamais eu de gros soucis par rapport à ça, quoi. Et quand les gens te voient, alors ils avaient quoi comme réaction? Ils étaient contents, curieux ou... En plus, on pouvait même pas montrer les photos avec l'argent. Oui. Non, ils étaient curieux, mais non, j'ai jamais eu de moment où il y a eu d'hostilité. Mais enfin, encore une fois, j'ai essayé d'être le plus discret possible, quoi. Voilà. Tu partais avec guide ou vraiment tout seul? Alors toutes les agences, enfin, quand je partais avec des treks là, c'était il y avait toujours un guide local, ouais. Ouais. Ouais, ça aide souvent aussi pour les relations et puis rien que pour communiquer. Et puis surtout, même encore, ce sont des périodes où j'ai pas le temps je pars pas assez longtemps pour me le préparer tout seul. On perd du temps quand même après à vouloir se le préparer. Donc là, le fait de passer par une agence, évidemment, même si c'était toujours des petits groupes, parce que moi, j'aime pas du tout le guide avec le parapluie et 60 personnes derrière. Ça, je suis un peu allergique, un peu beaucoup. Mais c'est toujours des groupes et puis de rando surtout. Donc l'esprit rando, c'est quand même en général assez calme, quoi. C'est tranquille. Et le fait que ce soit même pas une dizaine chaque fois, bon, ça c'est pas trop mal placé, ouais. Ok. D'autres voyages comme ça, d'autres longs voyages? Là, on était au Mexique, au Mali, à Bali. Donc le Québec, ouais, le Québec. Et puis il y a eu aussi côte ouest avec mes enfants là, vers Vancouver, là, toute la région de Vancouver. Là, j'ai pris une agence locale, mais que pour une semaine. On était parti 3 semaines, mais sur une semaine, on a fait un circuit en kayak de mer, chose que j'avais jamais faite. Et en autonomie, en fait. Donc, on part avec un guide, et on met dans le kayak, on met la nourriture, le duvet, la tente, les casseroles, etc. Et on part comme ça, dans la forêt, au milieu des îles, là. Enfin, c'est quelque chose de... J'avais un peu peur par rapport à mes enfants, mais non, ils l'ont bien vécu, finalement. Philippe le trappeur, quoi. Et un peu de ça. Non, mais on ne chassait pas, Comment ça se passe quand tu voyages en famille et que tu fais des photos en même temps? Parce que parfois, les photographes, nous, on a tendance à être un petit peu chiant aussi, à vouloir se lever tôt, à vouloir voir des couchers de soleil, à attendre des plombes, ou à repérer à une rue en disant bon, on va attendre qu'il y ait quelqu'un qui passe. Ah ben c'est toute la difficulté. Bon alors mes enfants commencent à me connaître maintenant, donc quand ils m'attendent un petit peu plus loin, ils attendent que j'ai fini mes affaires là. Et puis bon, la difficulté, oui, c'est d'essayer de voir vite et bien et de prendre. Donc je suis un peu à l'affût toujours. Mais c'est un peu je me mets souvent le mode automatique à ces moments-là parce que justement, je veux pas leur faire perdre trop de temps et je veux aussi profiter du voyage avec eux pour partager tout ça. Donc, ouais, c'est une petite difficulté. C'est sûr que c'est beaucoup plus tranquille quand on est seul. Ça, de toute façon, je pense que beaucoup de photographes doivent penser la même chose. Hein. Alors tout à l'heure, je te posais la question du pays que tu as préféré et il y a forcément la question opposée. Est-ce qu'il y a un pays où tu ne remettras jamais les pieds? Non. Très honnêtement, non. Là, la réflexion comme ça, non, je pense pas, non. J'ai pas eu même l'Inde, qui est quand même assez difficile, hein, au niveau humain, au niveau... comment dire, on prend une claque quand même quand on arrive en Inde, dans les grandes villes surtout. C'est pas un pays anodin, quoi. Et puis là, pour le coup, il y a un vrai dépaysement. Ok, donc on a fait une petite coupure, on va reprendre le podcast. Alors on est un peu essoufflé, parce que c'est vrai que je n'ai pas précisé au départ. Et là, au moment où vous écoutez le podcast, normalement, si tout se passe bien dans la programmation, on est en janvier, mais nous l'avons enregistré le 27 novembre, veille du salon du livre photo auto-édité qu'on a organisé avec Sophie Bourgex dans son studio à Aix-en-Provence. Et là, on vient juste d'aider Gérard Bessières à rentrer son stock de livres qu'il vendra demain. Donc il y a 2 mois pour vous. Et son livre a l'air d'être un gros pavé bien lourd. Ça va, Philippe? Ça va. Donc on en était où? On parlait de l'Inde. De l'Inde, oui, qui était un pays qui ne laissait pas indifférent. Voilà. Ouais, et où tu me disais que c'était pas toujours facile non plus à vivre oui, au niveau humain. Surtout dans les grandes villes. Moi, je garde ce souvenir-là, en fait, où là, on parle de l'Inde souvent associée à la misère humaine un peu, là, et
J'avais surtout remarqué ça dans les grandes villes. Après, dès qu'on sort un petit peu, même si c'est pas une généralité, c'est moins frappant, on va dire. Voilà. Alors, l'Inde, donc on en a beaucoup parlé dans le podcast avec Lolo et John qui ont fait le livre dont je te parlais tout à l'heure sur l'Inde, un road trip en Inde en moto. Mais est-ce que... Enfin, moi j'ai vécu au Bénin, donc je connais très bien le Bénin, et c'est pas un pays qui est très riche. Néanmoins, les gens ne sont pas malheureux. Oui. Est-ce que en Inde, les gens ont l'air heureux aussi ou non? Vraiment, on sent que c'est compliqué pour la population. Alors, moi, j'y suis allé en 96 la première fois, et je suis retourné 10, 15 ans, 20 ans après. Donc, je peux pas dire... la chose que j'ai vraiment ressentie, c'est qu'entre ces deux périodes-là, il y avait... on dirait qu'il y a eu une émergence d'une classe moyenne, c'est-à-dire il y a des gens qui commencent quand même à avoir un certain confort matériel, on va dire. Et ça, je l'avais pas du tout perçu lors de ma première virée là-bas, quoi. Voilà. Et tu penses que c'est au détriment, un certain confort au détriment d'une autre catégorie de population ou... Je sais pas, ça je peux pas j'ai pas suffisamment approfondi. T'étais combien de temps en Inde en tout du coup? 2 voyages, c'est ça? Alors 3 même. Enfin, alors, le premier, alors en plus le premier c'était sur 6 semaines si je me souviens bien, à 2. J'étais pas en solo, on était 2 et on avait fait un parcours assez fatigant. On était parti donc Delhi, on était monté à Dharamsala sur là où est le Dalai Lama. De là, on était redescendu à la plaine du Gange, on avait été jusqu'à Calcutta, on était revenu sur Delhi et on avait fini au Rajasthan. Tout ça en 6-7 semaines, au mois d'avril. Là. Et donc avec la grosse chaleur et tout, donc ça avait été assez épique. Beaucoup de transferts de nuit en train, en bus, voilà quoi, vraiment à la dure. Et après mes 2 autres voyages, c'était pour mes 40 ans, là, donc en 2015, au Ladakh. Donc ça n'a rien à voir après, ce sont des pays complètement différents. Hein. Ouais. Donc une rando de 3 semaines en montagne, là. Et alors je sais plus quelle année, 2016 ou quelque chose comme ça, au Kerala. Donc carrément à l'opposé. Quoi. D'accord. Voilà. Ouais, écoute, ça donne envie, d'autant plus qu'on est coincé depuis 1 an et demi avec cette pandémie. Ouais. Comment tu le vis, toi qui voyages beaucoup? Pas forcément bien, évidemment. Je suis rentré, j'étais au carnaval de la Nouvelle-Orléans en février 2020. Ouais. Je suis rentré le 1er mars et on commençait à parler du Covid, évidemment. Mais tant que c'était en Chine, quelque part, je pense que la tête de pas mal de gens, on se disait, bon, c'est loin, c'est chez les autres. Très égoïstement, voilà. Et je suis rentré, et donc le carnaval de la Nouvelle-Orléans, 1,5 million de personnes pendant presque un mois. Moi, j'y suis resté une dizaine de jours. Et dès que je suis arrivé, j'ai senti beaucoup de fatigue. J'ai pas pu me remettre. Pendant 3-4 jours, j'étais complètement HS. Et après coup, ils ont commencé à parler de confinement, etc. Et surtout aux USA, et notamment un foyer assez important qui était parti du carnaval de la Nouvelle-Orléans. Voilà. D'accord. Donc je sais, du coup, je n'ai pas fait les tests sur le moment, mais j'étais vraiment... c'est passé un peu juste, quoi. Voilà. D'accord. Et depuis, voilà, j'ai pas beaucoup bougé, en fait, hein, ou pas très loin, en tout cas. On est toujours à l'attente de savoir quel pays peut s'ouvrir ou pas. C'est un peu compliqué, ouais. Mais je suis content de t'avoir posé la question parce que sinon je serais passé à côté du carnaval de la Nouvelle-Orléans. Tu peux nous en parler? Ça doit être dingue. Quand on voit les images, parfois, moi c'est vraiment un truc qui me plairait. Ah, mais on va le dire, ça n'a rien de surprenant dans le sens où c'est vraiment à l'américaine. Hein, c'est-à-dire que ce sont des défilés là, qui pendant des heures sur les grandes avenues là, mais ça n'arrête pas, quoi. Ça n'arrête pas. Et puis il y en a sur plusieurs avenues en même temps, dans différents endroits de la ville. C'est étalé sur quasiment un mois. Donc c'est un truc de fou, quoi. Je sais pas. Oui, il faut y aller, ouais. Mais là, pour les photographes, il y a vraiment, surtout dans le quartier français, la Bourbon Street et tout ça, c'est vraiment... celui qu'on voit toujours dans les films. Ouais, voilà. Bon, mais c'est pas une légende, en fait. Hein, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Ouais. Ah, ça donne envie. Mais ça fait partie aussi de mon évolution, dans le sens où je peux pas partir seul maintenant aussi longtemps que ce que je voudrais, donc je préfère me concentrer sur des sujets bien précis. Ouais. Voilà, ou des endroits bien précis.
Oui, c'est vrai qu'il y en a, ils vont aux États-Unis, ils font un tour, un périple, ils passent 2 jours dans chaque ville, finalement ils voient pas grand-chose. Oui, on fait que passer, ce genre de... Mais on voit ça un peu de la même manière en fait, parce que moi aussi j'essaye de me greffer sur des événements ou des moments de l'année où il se passe quelque chose à un endroit et de me concentrer à cet endroit. Mais j'en parlais, je commençais à en parler tout à l'heure, je crois, j'ai même pas fini, je sais pas pourquoi, on a dû partir sur autre chose. De toute façon, ce podcast est décousu. Hein. Depuis le premier épisode, ça passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave, c'est des discussions qui sont intéressantes. Mais je disais, ouais, moi pareil, je voyage lentement, et parfois j'ai des amis qui me disent, mais t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça? Et je fais, bah non, j'ai pas vu. Mais j'étais en Égypte, je suis pas allé voir les pyramides. Mais pourquoi t'es pas allé voir les pyramides? Tu dois être au salut. Mais parce que en fait, ça m'intéressait pas, ça me faisait perdre 2 jours juste pour aller au Caire. Et j'étais ailleurs et j'étais pas allé en Égypte, j'étais allé sur la mer Rouge. Pour moi, je sépare en fait toujours. J'avais été à le Sinaï, là aussi, c'était une vanne. Mais quand tu pouvais y aller, là aussi. Oui, là aussi, maintenant, ça devient compliqué. Ça a déjà joué, je crois. C'est là où il y a la frontière avec 3 pays, je crois, non? Enfin, pas trop loin. On est arrivé à Sharm el-Sheikh et puis après tout le Sinaï. La frontière israélienne n'est pas très loin, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais... Ouais, je ne veux pas en dire non plus, mais il me semble. Ouais. Mais oui, d'ailleurs, pour en revenir à cette histoire de tourisme, là, il y a une expression qui m'horripile, c'est quand on dit j'ai fait tel pays. Oui, non, il était déjà là avant. C'est un mot que je ne supporte pas, quoi. Ouais. J'ai été dans un pays, on ne peut pas dire que je connaisse les gens parce que j'y étais, puisqu'on a fait que passer, en fait. Hein, on n'a pas eu le temps d'approfondir les choses. Mais alors, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait telle île, j'ai fait... ça, c'est quelque chose qui m'insupporte. C'est comme Dieu, en fait. Dieu a fait le monde, et puis après, il y a des gens qui ont fait les pays. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu d'anecdotes surprenantes que j'ai réussi à trouver en fouillant, en te googlisant, comme on dit. D'accord. Ça a quel goût, un verre de fourmi au citron? Ben, avec beaucoup de citron, ça va. En fait, c'est pas une histoire... Bon, ça m'a pas... Ça va, je sais pas si je dois dire bu ou manger, du coup... Mais ça picote un peu à l'intérieur là quand on avale ça fait c'est assez désagréable mais non, ça, finalement ça va. Alors dans l'interview où j'ai trouvé ça, tu disais que tu ne te souvenais plus du pays, c'est revenu depuis Je crois que c'était au Mexique, il me semble. Au Mexique. Ouais, oui, il me semble, oui. Je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble bien, oui. Bon, si un jour j'y vais, je pense que je me concentrerai quand même plutôt sur les burritos. Si ça vient pas du Mexique, je suis vraiment désolé pour les Mexicains. Mais... Non, mais il me semble bien, oui. T'as d'autres anecdotes comme ça, de trucs bizarres à manger Parce qu'en voyage, parfois, si on veut s'inscrire dans une communauté, on est obligé de participer. Le cuy, là, en Équateur, là, c'est les cochons d'Inde là, dont il faut l'élevage en montagne. Là, et en fait, ils les écartent, ils leur enlèvent la peau, évidemment, et ils les mettent à la braise là, sur les marchés. Ouais. Donc, ça fait une espèce comme des petits lapins. Là. Enfin, ouais. Mais bon, j'ai mangé ça sans savoir ce que c'était parce que j'avais pas la traduction. On m'a dit couillis. Oui. Là aussi, j'avais pas Google. Voilà. Donc, puis après coup, j'ai réalisé que c'était des cochons d'Inde, en fait. Voilà. Il y a ça. Bon, après, non, on fait rien d'extraordinaire. Un peu de requin, un peu de... Mais bon, enfin, c'était pas non plus... Ouais, ça fait pas peur à manger. non, mais avec une bonne sauce, voilà. On va parler un petit peu de ton livre. J'ai lu que tu avais dû faire le tri sur 20 000 diapos, c'est ça? Alors, à peu près 10 000 diapos, ouais. Et le reste à numérique. Alors, je dis 20 000, mais c'est vraiment à la louche. Hein. Ouais. En fait... moi, je n'étais pas du tout parti pour faire un livre, ou juste à la limite pour moi-même ou pour la famille, mais pas du tout. Je n'étais pas du tout branché par l'auto-édition. Et c'est quand j'ai commencé à faire, vu que ces diapos, j'avais peur qu'elle avec le temps qu'elle s'abîme. Je commençais à numérisation en fait. Donc je trouvais un labo là, tous les mois, j'envoyais 150 diapos à numériser et du coup, mais ça c'était donc il y a 4-5 ans, et donc je suis revenu à des années 20-25 ans avant, quoi. Et il y a tous ces souvenirs qui étaient restés donc sur les étagères, dans un placard, dans des boîtes, qui me sont ressortis, ressortis, puis ça a été
Bon, je sais pas si c'est le fait de la cinquantaine aussi, je sais pas, mais en fait tout ça c'est revenu là et tous ces souvenirs sont revenus et puis ça a été assez violent, ouais. Ça a été mais ça sent là, rien qu'en te voyant, on sent qu'il y a l'émotion qui monte. Oui, j'ai eu parce qu'entre temps il s'était passé, bon, il y a eu quand même la carrière professionnelle, les enfants. Et puis c'est une vie en fait. Ben voilà, c'est ça. Il y a eu, je me dis mais quand même Enfin, c'était quelqu'un d'autre, c'était pas moi, quoi. Ou c'était moi, mais il manquait quelque chose, il manquait de. Enfin, il manquait des morceaux, quoi. Enfin, parfois, on se reconnaît pas toujours dans sa vie, surtout quand on a plusieurs vies. Ouais, alors moi, je suis content quand même avec le temps d'avoir quand même continué dans cette voie, quoi, en fait. Mais en fait, tout simplement, c'est que si je pars pas pendant 6 mois, je deviens absolument dingue. Bah ça, je comprends très bien. Surtout qu'on part plus depuis 1 an et demi. Ouais. Et puis, tu avais la chance aussi, par ton boulot, de voyager un peu. Non, comment ça se passe quand on est conducteur? Alors, voilà, on devait parler du livre, on parle de nouveau d'autres choses, mais c'est pas grave, on reviendra sur le livre tout à l'heure. Quand on est conducteur, on est un peu nomade, mais bon, sachant quand même que sur une journée de travail, soit on fait un aller-retour, donc quand on rentre à la maison, on est à la maison. Ou alors on va dormir à l'extérieur, mais c'est maximum, on passe une nuit à l'extérieur, et on part 1 jour et demi, on va dire, en moyenne, hein. Voilà. D'accord. Alors après, c'est tôt le matin, c'est tard le soir, c'est la nuit, c'est n'importe quand. Donc la difficulté, c'est ça. Mais globalement, tous les 1 jour et demi, au bout d'1 jour et demi, on rentre, quoi. Donc t'as pas trop le temps de visiter, de te promener. Non. Bon, puis, en plus, si tu veux, si on est sur une ville. On fait toujours la même ligne quand même, hein, donc les mêmes lignes. Donc, Ah oui, c'est pas comme le personnel dans les avions qui peut faire plusieurs destinations. Non. Moi, quand j'étais sur Toulouse, on appelle ça une étoile, c'est-à-dire qu'un coup j'étais à Bordeaux, un coup j'étais à Perpignan, un coup j'étais sur des petites villes régionales, là, Carcassonne, Agen, etc. Mais on est autorisé sur certaines voies, mais on peut pas partir comme ça. D'accord. L'aventure, non, c'est très contrôlé tout ça. Parce qu'il faut connaître la voie en fait sur laquelle. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ah oui, c'est pas comme quand on a le permis voiture, on peut partir où on veut. Non. Faut connaître ça. Oui, parce que chaque ligne a ses spécificités et on peut pas improviser, quoi. Il faut quand même. Ouais, c'est intéressant. On parle pas du tout photo, mais c'est super intéressant. Bon, revenons-en au livre. Ouais. Donc, tu me disais tout à l'heure, là, avant qu'on enregistre, que tu commences ton livre quand tu as pris ta retraite, en fait. Oui, c'est ça. Et ça coïncide avec le moment où on se retrouve un peu confiné, c'est ça? Un petit peu avant, justement, quand j'ai eu fini de faire numériser toutes mes diapos, donc au passage, j'ai tout re-regardé. Mais tout ça est allé sur 1 an et demi. Et j'ai commencé à mettre celles sur lesquelles j'avais le plus de souvenirs et celles qui n'étaient pas trop ratées, on va dire. J'ai commencé à mettre quelques-unes de côté. Et puis, en fait, ce qui a déclenché, ça a été chaque année, je monte au salon de la photo à Paris. Et donc, 1 an avant le confinement, c'est au mois de novembre, me semble, le premier stand sur lequel je suis tombé, c'était une imprimerie, là, une maison d'édition. Je peux citer le nom, je sais pas. Oui, je les connais, tu peux. Bon, Escourbiac, donc. De toute façon, je crois qu'on cite leur nom dans chaque épisode. Bon, 90% des photographes vont imprimer chez Escourbiac. Bon, donc en fait, j'ai commencé à avoir écrit en gros auto-édition, et c'est quelque chose qui m'avait pas du tout effleuré. Et puis là, le contact avec le gars qui tenait le stand, là, le commercial, s'est bien passé. Au bout d'un moment, il m'a dit, avec ton accent, t'es d'où? Alors, moi, j'ai dit où j'étais. Et puis, en fait, eux, ils ont leur imprimerie entre Albi et Castres, là, donc, en gros, à 1h15 de la maison. Hein, donc, et il m'a dit, écoute, amène-moi quelques photos, là, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, j'y suis allé, et on a discuté un moment, et puis j'avais amené quelques photos, il m'a dit il y a matière à faire quelque chose. Donc, D'accord. On va pas trop parler d'Escourbiac là, vu qu'on va faire un autre épisode tout à l'heure où on va parler vraiment de l'auto-édition. Là, on va plutôt parler du contenu du livre. Oui. Alors, on avait déjà un peu commencé en évoquant tous tes voyages, mais là, on va... Alors, pour ceux qui ont déjà la chance d'avoir le livre de Philippe, donc 30 ans de voyage, je vous invite à l'ouvrir, on va vous énumérer les pages et Philippe va nous parler un petit peu des photographies qui y sont. Et pour ceux qui n'ont pas le livre, je vous invite quand même à écouter parce que ça va être du même acabit que le reste de l'épisode. Donc on va parler voyage, d'anecdotes
Et puis peut-être que ça vous donnera envie d'acquérir son livre. Alors Philippe, je t'avais demandé de repérer quelques pages. Donc on a le livre sous les yeux, on va l'ouvrir. Donc la première page dont tu voulais nous parler, il y a 3 pages. C'est 70, 71, 72. Et si je ne me trompe pas, c'est des photos de volcans. Il paraît que t'es fan. Ah oui, c'est un milieu que j'adore. Oui, voilà, donc ce sont des photos qui ont été prises au désert du Danakil, en Éthiopie. J'étais parti avec une agence spécialisée sur les volcans, là, vu que j'avais pas trop de temps, tout ce qui a été, on va dire, voyage, c'est eux qui se sont occupés de tout. Et vu que c'est quand même une région qui est très très particulière, puisqu'on est à moins de 130 en dessous du niveau de la mer, c'est un immense lac salé, et c'est le territoire des Afars. Donc pour y arriver déjà, c'est quand même toute une histoire. Ouais. Et puis donc voilà, le programme principal, c'était d'aller voir le volcan Dalol et le volcan Ertaale. Donc le Dalol, c'est ce qu'on appelle un volcan bouclier. Donc c'est pas un volcan type conique. Ouais, c'est plat. C'est toute une activité où il y a plein d'eau chaude, de soufre, de tas de sels minéraux, à des couleurs incroyables, des petits lacs d'acide. Et voilà. Donc on a vraiment l'impression d'être sur la Lune. Hein. Enfin, c'est un spectacle complètement irréel. En moyenne, il fait à peu près 40 degrés, même la nuit. Donc c'est quand même pas simple enfin, ça se fait pas comme un voyage ordinaire, quoi, voilà. Et puis on y va avec des gars qui ont des Kalachnikov, parce que bon, évidemment l'Érythrée est juste en face, donc de temps en temps il y a quelques accros. Il y a quelques accros, on va dire. Des fois il y a eu même des rapts à une certaine époque de touristes. D'accord. Voilà, donc on reste pas longtemps sur l'endroit. C'est-à-dire qu'on y reste à peu près une demi-journée là, sur le Dalol par exemple. Et donc moi j'ai passé une demi-journée à peu près, une matinée là, au Dalol. Et chose incroyable, le guide m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça en 10 ans. On a pris un orage sur la tête là, alors qu'il pleut pas pendant des mois. Et nous, il a fallu juste à ce moment-là qu'on prenne un orage. Donc j'ai pu prendre quelques photos, tout, mais on est parti en courant, quoi, pratiquement. Et puis on a traversé ce long lac de sel. L'eau était montée, on a fini embourbé, complètement embourbé. On a fini à pied, les pieds dans la vase. Enfin, ça a été. Mais c'est génial parce que la photo qui est en haut de la page 71, je pense que peu long avec ce gros nuage orageux. Ah oui, ça oui. Mais ça parfois c'est une chance, je trouve, pour les photographes, la mauvaise météo. Moi, je me souviens, une des premières fois où j'étais à Dubaï, je regarde un peu avant de partir et puis je vois 2 jours de pluie en moyenne par an. Bon, bah ça va, normalement j'y échappe. J'y étais, il a plu 8 jours. Bon, alors là, sur le moment, je me suis fait la même réflexion, parce que c'est quand même des couleurs qu'on a fait des opportunités de faire des photos. Pour ceux qui ont le livre sous les yeux, pour décrire un peu la photo, qui est en haut de la page 71, on a un beau ciel orageux avec des nuages bleu foncé, gris, comme des nuages d'orage en France chez nous, sauf qu'en dessous on a ce volcan de soufre avec du jaune éclatant, du bleu turquoise. Ça doit être bien chimique et acide, j'imagine. Ah oui. Je pense pas qu'il faut aller prendre son petit bain dedans, mais donc c'est que des couleurs éclatantes avec un gros ciel orageux. La photo elle est magnifique. Alors revers de la médaille, c'est qu'en fait cet orage après on devait partir sur une piste pendant un bon moment pour aller à l'Ertaale, donc qui est un volcan avec un lac de lave à l'intérieur, là, donc c'est un truc assez unique oui, je vois, au monde, ouais. Et du coup, avec cet orage, en fait, ça a été impossible d'y aller, quoi. Les chemins ont été complètement embourbés, inaccessibles, enfin bon, voilà. Oui, donc, parce que comme c'est des régions qui n'ont pas l'habitude de recevoir de l'eau, quand il y en a, c'est tout de suite compliqué. C'est ça. Et les sols absorbent très mal en général. Puis le truc, c'est qu'en fait, c'est pas le genre de pays où on y retourne régulièrement, donc quand l'opportunité se présente et qu'on peut pas y aller, c'est un peu frustrant. C'est un peu mort, quoi. Après, néanmoins, la photo que tu as avec le ciel orageux, personne n'est là. Ah oui, ça, c'est possible. Ouais. Alors que la photo du volcan où tu n'as pas pu aller, beaucoup de gens l'ont. Oui, certainement. Enfin, beaucoup, peut-être pas quand même, mais bon. Enfin, du moins tous ceux qui ont pu y aller l'ont, mais toi, t'en as une autre. Ouais. Et, alors, on parle un peu moins du livre, mais ça t'arrive de faire des voyages où quand tu rentres, t'as pas de photo bonne ou juste une? Non.
C'est jamais arrivé? Non, mais par contre, ce qui m'est arrivé, c'est en Islande, par exemple, où je maîtrise tellement bien mes histoires de mémoire, de stockage à l'ordinateur. Les photos d'Islande ont carrément disparu, quoi. Ah merde, ça c'est parce que je suis vraiment pas bon. Je lui mets pas beaucoup de bonne volonté aussi d'ailleurs, mais je sais pas ce que j'ai fait. Et pourtant l'Islande, bon, les volcans, fait des paysages. Ah bah oui. Voilà. Donc il faudra y retourner. Ouais. C'était pas un petit peu prémédité du coup? Non. Chérie, il faut qu'on y retourne. Je suis suffisamment pesté justement. Je les ai en tête encore ces photos, mais bon, elles n'existent plus, quoi. On va continuer sur le livre des 30 ans de voyage. Mais en fait, c'est bien un livre avec 30 ans de voyage parce que là, on parle d'Islande, mais on n'est pas hors sujet. Parce qu'il y en a dans... Bah non, il y en a pas du coup. Ah non, pas du tout, non. Sinon, il y en aurait eu, oui. Ah, oui. Donc, on ne va pas parler des photos qui auraient dû y avoir parce que ça va être compliqué. Mais les prochaines, donc, c'est page 101 et page 102. Ah oui, le volcan Bromo. Volcan Bromo, Indonésie. Ouais. Oui, donc première fois, c'était en 91, pardon. 91. J'étais parti un mois et demi, un peu plus d'un mois et demi en Indonésie. C'était ma première découverte de l'Asie, en fait. Et donc arrivé à Java, il m'est arrivé tout un tas de petits trucs très sympas. Et puis notamment, j'avais rencontré un Suisse, là, on a voyagé quelque temps ensemble. Souvent, ce qu'on appelait les routards, on faisait un bout de chemin ensemble. On partageait un peu les pioles et puis les transports aussi. Ouais, parfois, voilà, c'est ça. Et donc arrivé au village qui est juste avant le Mont Bromo, bien en dessous. On est monté. L'idée, c'était d'arriver, de partir du village la nuit et de monter de nuit, de marcher pendant des heures pour arriver sur le bord du cratère, en fait, juste à 6 heures du matin. On nous avait dit que le soleil se levait à ce moment-là. Donc, il faisait bien froid. On a marché toute la nuit dans la cendre. C'est assez pénible quand même. Et tout ça, alors évidemment, on arrive à cet endroit qui est quand même assez sublime et unique. Il faisait bien froid et là, on a entendu, peut-être 5-10 minutes avant le lever du soleil, on a vu débarquer toute une caravane là, de petits vans Volkswagen qui sont arrivés 5 minutes avant le lever du soleil. Et, enfin, ça fait cliché, mais c'est tout à fait ça. Les Japonais sont sortis de là. Alors nous, on se l'était gagné quand même, quelque part. Et puis... on était là, on était complètement éblouis par ce qu'on voyait et on a vu débarquer tout cet essaim là de Japonais et ils ont pris leurs photos et puis en fait ça a duré 5 minutes ou 10 là, toute une effervescence, et puis ils sont remontés à leur van et puis enfin, en général ils sont chronométrés mais là pour le coup on leur avait dit que le lever du soleil c'était à 6h, ils sont arrivés j'exagère à peine mais à 6h moins 5 ils sont repartis à 6h05 quoi. Et voilà, ils sont repartis. C'est vraiment dommage parce que on en parlait avant, mais le Bromo, j'ai eu la chance d'y aller aussi, et c'est un endroit où il règne vraiment une atmosphère. Enfin, c'est calme. De temps en temps, on entend ce volcan qui gronde et on est vraiment en contact avec la nature. Et n'y passer que 5-10 minutes en mode vite fait, c'est vraiment dommage. Ah mais oui, complètement. Ah, c'est une autre façon de voyager. J'avais fait le tour à pied là du cratère, du Tenger, je crois qu'il s'appelle celui-là. Voilà. Oui, parce que alors je mélange à chaque fois parce que sur la photo il y a 3 volcans. Il y a comment il s'appelle le gros derrière, j'ai oublié. Le Semeru. Le Semeru. Il y a celui qui fume, c'est lui le Bromo ou c'est celui d'à côté? Je confonds toujours. Je crois que celui qui fume c'est le Tenger, mais je ne suis pas sûr. Et le Bromo, ça serait celui de droite. Je crois que c'est parce qu'en fait tout ça c'est dans un immense cratère qui fait 8 C'est ça, une caldeira immense. Ouais, c'est ça. En fait, à la base, j'avais lu c'était un seul volcan. Oui. Qui a explosé, et puis après derrière il y a ces petits cônes qui sont sortis, c'est des sous-volcans en fait. Mais bon, quand on voit la taille du truc, c'est ça. Mais la caldeira elle est incroyable parce que quand on est dedans, on se croirait sur la lune en fait. C'est la fournaise quand on y va dans la journée là. Ah oui, le soleil tape. T'avais eu l'occasion de passer aussi, il y a un petit temple bouddhiste je crois au pied du volcan là, c'est incroyable. Quand j'étais, il était entièrement recouvert de cendres, c'était lunaire, c'était une autre planète. Ah oui, mais je vais te croire. Ouais. Et j'étais retourné en 2000, un autre voyage en Indonésie aussi, j'étais revenu là. Ouais. Ah non, c'est un bel endroit. Si vous avez l'occasion d'aller en Indonésie, alors je sais pas quand il était, comment c'était. Moi, c'était vraiment très touristique, mais ça vaut le coup. Et moi, ce que je peux que vous conseiller, même s'il n'y a plus l'effet magique du lever de soleil, c'est quand même de rester après que les touristes partent, Bien sûr. pour ressentir toute cette sérénité
Et puis essayer d'être sur les petits villages qui sont autour, là. Ouais, c'est ça. Les gens, c'est une vie, c'est la campagne, hein. Enfin, Ouais. les gens travaillent dur, cultivent. Enfin, c'est vraiment la vie de village, quoi. Ouais, c'est un bel endroit qui vaut le coup. Dans les circuits qu'ils proposent en Indonésie, souvent ils le font un peu en mode va-vite. Ils arrivent la veille, le lendemain matin, lever de soleil. Pas aussi speed que les Japonais dont tu parlais, mais après ils repartent. Moi, je conseille quand même d'y passer 2 nuits et de faire une journée à se promener sur place et aller voir les gens et tout. C'est un bel endroit. En plus, les gens sont accueillants parce que comme ils ont l'habitude de voir des gens qui font ça en mode rapide, ceux qui restent, ça les intéresse et ils sont. Enfin, de toute façon, l'Indonésie, c'est vraiment un super pays. Ah oui, je confirme. C'est dingue et puis c'est gigantesque en fait. C'est ça. On peut voir plusieurs cultures avec un seul visa, c'est génial. Ouais. On va partir ensuite du Mont Bromo pour retourner un petit peu en arrière à la page 98. Alors, pour vous décrire un petit peu la page, c'est une page consacrée au musée du génocide alors j'arrive pas à lire. Tuolslang, je sais pas trop comment on prononce. Donc, à Phnom Penh, au Cambodge. Donc on est au Cambodge là cette fois. En fait, en voyant ces photos, ça me rappelle moi un autre endroit, alors qui ne ressemble pas du tout, mais qui a aussi une histoire très chargée. C'est Soweto en Afrique du Sud. Et rien qu'en voyant les photos là, on sent une émotion qui monte. Tu peux nous parler un petit peu de ce lieu? Ça a l'air. Oui, c'était un voyage assez court au Cambodge il y a 3 ans de ça. À Phnom Penh, il existe en fait, c'est un ancien lycée en forme de U, avec sur plusieurs étages, avec des grandes coursives là, et ce lycée a servi au temps de Pol Pot de centre de détention et de torture. Et donc on peut le visiter, mais moi j'ai passé la matinée et j'ai mis un jour à m'en remettre, quoi. Ouais, émotionnellement, ça a été quelque chose de enfin bon, il faut connaître aussi un petit peu l'histoire du Cambodge, hein. Ces 40 dernières années, c'est un peuple quand même qui a vraiment morflé, on va dire. Et cet endroit-là, on passe il détaille pas mal comment ils torturaient, comment les prisonniers étaient interrogés, etc., etc. Mais j'arrive pas à croire qu'il y ait des gens qui puissent faire ce genre d'actes, quoi. Enfin, c'est complètement hallucinant, quoi. J'ai pas de mots pour décrire ça. C'est quelque chose. Toutes ces classes là, on voit des classes il y a un lit par classe et c'était des salles de torture, hein. Et donc il y a plusieurs classes, et puis il y a des endroits où ils avaient fait tout un tas de. Chaque prisonnier avait un petit recoin, on va dire, de 2 mètres carrés. On devine les conditions, hein, très peu nourris, tout ça. Enfin, il y a eu un nombre de morts incroyable. Voilà, on visite ça et on ressort de là dans un état. Et sachant que moi, j'ai même pas voulu aller après. Il y a des charniers en fait qu'on peut visiter en dehors de Phnom Penh. Moi, j'ai pas été là, j'étais trop. Ouais, c'est dur. Je suis sorti là, en pleurs. Vraiment, ça m'a secoué au plus profond de moi là. Ouais. Du coup, ouais, j'ai mis tout ça en noir et blanc parce que. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. C'est peut-être. Je ne vois pas mettre des couleurs là-dessus, quoi. C'est trop dur. Enfin, ça a été difficile, ouais. Ouais, ça se voit quand on ouvre le livre à cette page tout de suite. On voit qu'il y a un truc, avant même de lire les textes et de lire ce que c'est, on voit qu'il y a quelque chose de fort qui se passe en visitant le lieu et en voyant les photos, en fait. Oui, puis c'est pas du tourisme qu'on a l'habitude de faire, hein, de toute façon. Oui, il y a plus. Le tourisme, c'est pas forcément que des belles plages et des cocotiers. Hein, après, oui, quand on s'intéresse à un pays, c'est un pays dans sa globalité, avec son histoire, avec ses mauvaises histoires et ses bonnes histoires. En tout cas, on sent que le Cambodge, pardon de te couper, oui, pas de souci, est un pays qui a envie de se relever, ça bosse dur, ça construit, c'est un plein boom là. Ils sont avec peut-être certains excès, mais en tout cas, on le sent ça. C'est un pays qui a envie de bouger, quoi, de revenir, de devenir un pays normal, entre guillemets, quoi. Ouais. Et de donner une autre image aussi. Ouais.
Mais c'est sympa parce que par contre au Cambodge, bon à part à Angkor, il n'y a pas trop de touristes de masse. Pas encore aussi. Enfin, dans le sud. Ça là, reste raisonnable quand même, je trouve. Ils sont en train de bétonner pas mal là, vers une ville là, qui donne accès en fait aux petites îles là, paradisiaques qu'il y a. Ouais. Sihanoukville, je crois que ça s'appelle cette ville. C'est en train de là, il y a des bétonnières partout, des crues. J'ose même pas imaginer ce que ça sera dans 10 ans. Ok. Alors moi aussi j'ai fait mes devoirs et j'ai repéré quelques pages dont je voulais que tu me parles. Donc la première c'est la page 14. Donc on revient au début du livre. J'en suis où la page... Voilà c'est ça, hein, page 14 et 15. Ouais, les aurores boréales, tu peux nous en parler, c'est magnifique. Oui, bah, ça devient un peu à la mode là. Ouais. Bon alors dans l'idée de faire des petits voyages pas très longs parce que je peux pas faire autrement, mais sur une semaine on va dire. Bon voilà, 5-6 jours passés à Tromsø, au nord de la Norvège, donc pas très loin du Cap Nord, au mois de février. C'est quand même une expérience assez sympa. Oui, j'ai lu que c'est là où tu as eu le plus froid. Ah oui. Combien en température? Bon, moins 20 à peu près, mais on n'est pas trop habitué à moyenne. Hein, moyenne. Ouais. Moi, je suis de Strasbourg, donc si, je suis habitué. J'ai eu des moins 20 dans ma jeunesse. Occasionnellement. Plus maintenant, mais oui, pas tous les ans non plus. Mais en fait, je dis moins 20 dans la journée, mais après, bon... en février, en gros, le soleil apparaît à 9h du matin et à 14h, il est couché. Donc, ouais, ça, par contre, c'est déprimant. Voilà, après, s'il y a des aurores, c'est cool. Bon, l'idée, c'est évidemment d'aller voir les aurores, sachant qu'il faut avoir un peu de chance pour que le ciel soit bien découvert. Oui, parce qu'avec les nuages, du coup, c'est mort. Ouais, j'avais réservé 2 soirées, là. Donc, en fait, c'est des gars qui nous prennent avec des vannes, là, et qui nous sortent un peu qui nous mettent loin de la pollution lumineuse. Et premier soir, donc, jusqu'à 1h du matin, on a tourné pour chercher un endroit. Et en fait, on alternait là, le van où c'était chauffé. On sortait, moins de moins 20 pour le coup, et puis on rentrait, puis on sortait, on a fait ça toute la nuit. Ça a été quand même... Le matos, il a dû aimer la condensation. Ouais, là, il faut vraiment... Et le lendemain, on a eu de la chance, là, j'ai pu prendre... Enfin, j'ai eu droit à ce spectacle qui est quand même... assez incroyable. Alors, est-ce que c'est les photos qui les rendent aussi vives enfin, comment c'est en vrai? C'est comme ça? C'est comme ça, oui. D'accord. C'est des couleurs vertes, violettes, blanches. On dirait des flammes, non, un peu? Ouais, ou comme des rideaux, en fait, des toiles qui s'agitent comme ça, là, qui font des... Bon, alors, il faut le voir filmer, c'est plus clair, mais du coup, on les voit arriver de loin, même les premières, je les avais même pas vues. En fait, en prenant la photo, le guide qu'on avait pris pour la soirée, là, il m'a dit, là, t'en as une. Mais en fait, à l'œil nu, comme ça, on avait du mal à la voir. Et sur l'appareil, elle apparaissait. Et après, bon, les premières, mais après, bon, les autres sont bien plus visibles et on les voit bien mieux, quoi. Alors, dans le livre, on va pas aller loin. On va aller à la page 22. Voilà. On the road. Ah oui, ça c'est pas moi qui l'ai noté, c'est toi qui t'es rappelé que tu avais quelque chose à dire. Surtout des souvenirs de galères d'autostop. Raconte, moi j'aime bien les galères d'autostop. Ah, mais en fait, j'avais retrouvé des amis qui étaient... donc j'étais au Québec, en Gaspésie exactement. Un couple d'amis qui étaient là-bas en même temps que moi, et en fait... on devait se retrouver, on faisait le même itinéraire, et on devait se retrouver le soir dans la même ville, là. Et à 3, le stop, ça marchait pas. C'est-à-dire que les gens prennent un couple, prennent un gars tout seul, mais je sais pas pourquoi, à 3, ça marchait pas. Donc on s'est séparés, et puis moi j'ai fait mon stop de mon côté. Et bon, voilà, comme ça arrive de temps en temps, comme ils disent là-bas sur le pouce, hein, c'est pas bien beau la météo, là, l'orage arrive. Ouais, ça donne pas envie de faire du stop. Et ben voilà. Et oui, il faut malgré tout avancer, donc... Quand tu voyages comme ça, tu fais beaucoup de stops? Non, plus maintenant, ça plus fait maintenant. Longtemps. Mais avant, t'en faisais beaucoup? Au Québec, oui, j'avais fait quasiment tout le tour. Et tu dormais chez ce qu'on appelle maintenant le couch surfing ou... Ouais, non, c'était auberge jeunesse, moi je l'ai plutôt. Ouais. Mais bon, j'avais fait un bon paquet de... je veux pas dire le tour parce que c'est énorme, mais une bonne partie du Québec sur le pouce. Donc. D'accord. Alors on va partir ensuite, page 36. Ah oui, changement de décor là.
Ah oui, le livre, c'est 30 ans de voyage et on voyage, hein, ça fait du bien. Ah oui, celle-là aussi, c'est toi qui as tenu à ce qu'on en parle. Tu l'avais oublié dans ta sélection. Ah, mais parce que ça fait partie de des moments de ma vie qui sont hyper importants. Je suis un fan, je ne veux pas dire absolu, mais de Bruce Springsteen. Oui. Je l'ai vu plein de fois en concert. Il ne se passe pas un jour sans que j'écoute pas de Springsteen. Donc je l'ai vu en concert en France et puis en Espagne aussi. Et en fait, j'ai réalisé que Springsteen parle très souvent de Asbury Park, qui est dans le New Jersey, donc pas très loin de New York en fait. Donc j'avais fait un séjour à New York et puis en regardant les dates, Asbury Park pour moi c'est un peu comme Lourdes pour les catholiques, quoi. Je me permets de dire ça parce que je sais que je suis pas le seul amoureux de Springsteen qui connaît Asbury Park même s'il n'y a pas été, quoi. Et donc j'ai regardé un petit peu avec les dates et je m'étais aperçu qu'il y avait un de ses potes là, Southside Johnny, donc un chanteur qui passait à peu près en même temps que j'étais à New York. Donc je me suis débrouillé pour arranger un peu le calendrier et j'ai été à Asbury Park pour voir ce concert de Southside Johnny avec l'espoir, mais sans trop savoir que je sais que Springsteen aime bien taper le bœuf de temps en temps avec ses copains. Et donc je m'étais dit peut-être que tu auras le... Donc j'étais à Le Seine du Seine et en fait Springsteen est venu ce soir-là. Ouais. Donc je l'ai eu à 3 mètres de moi là. Ouais, alors c'est envie de... c'était quelque chose de monumental. Le lendemain, sans le savoir, il y avait une galerie photo. Je suis rentré à cette galerie photo. C'est le gars qui prend des photos de Springsteen, là, Danny Clinch, il s'appelle. En fait, c'est vraiment une référence. Et je suis rentré à cette galerie, c'est lui qui m'a parlé, mais je ne le connaissais pas. Donc je ne savais même pas qui c'est qui prenait des photos des couvertures des albums et tout. Il m'a parlé, tout ça, et puis il est parti, et la dame qui tenait la galerie, elle me dit, tu sais qui t'a parlé là? Je dis, ben non, pas du tout. Elle me dit, Danny Clinch, quoi. Enfin, c'est... Ah, et voilà, donc je parlais avec lui, j'ai vu ses musiciens, enfin bon... J'ai passé 2-3 jours à Asbury Park, je me suis même permis d'aller à sa ville natale, à Freehold, qui est pas très loin. J'ai pris des photos de rue, j'ai pris des photos de sa maison natale, enfin n'importe quoi. C'est un truc. Le fan absolu, quoi. Je pensais jamais faire ça et je l'ai fait. Il y a même une. La groupie. Ouais, c'est ça. Il y a même une de ces maisons d'enfance qui a été détruite. Ils ont mis un parking, j'ai pris des photos du parking, quoi. Ah bah oui. Voilà. Mais ça, bon, il y a que moi qui peut comprendre. Hein. On va quitter Bruce, on va aller à la page 76. Oh, je crois qu'on bat des records de durée dans ce podcast. Bon, il faudra couper alors. Oh, je ne coupe que les bêtises et les interruptions. D'accord. Page 76. Alors, celle de gauche ou droite? Mes yeux ils sont trop mauvais 76. pour voir. Ouais, celle de gauche. Je voulais qu'on parle un peu de portrait. Et cette photo a l'air tellement triste. Enfin, l'enfant a l'air tellement triste. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris cette photo, donc c'est en Éthiopie. Je ne sais plus ce qui se passait exactement, mais en fait, j'ai remarqué ce gamin qui s'accrochait à la jambe de son père, là, et j'ai trouvé sans prétention, hein, mais je trouve qu'il y a un peu de tout là-dedans. Enfin, c'est une photo qui m'émeut. C'est-à-dire que bon, il a besoin du soutien paternel, en fait. Il a son morceau de pelle, enfin sa galette, et puis on sent la main du père dessus qui le protège en fait, et puis le regard c'est celui d'un enfant apeuré, quoi. Donc voilà, c'est une photo. Alors je précise pour ceux qui n'ont pas le livre sous les yeux, il n'est pas apeuré par toi a priori vu qu'il regarde ailleurs. Non, j'ai pas encore fait peur aux enfants. Mais moi ça m'arrive sans vouloir en fait, dans certains villages au fin fond du Bénin par exemple. Il y a des enfants, quand ils ont 4-5 ans, ils n'ont jamais vu de blanc. Ah, donc oui, moi, quand j'arrive, ils sont, pour réussir à les approcher, même sans vouloir faire de photos, hein, juste pour pouvoir discuter, tout ça, c'est compliqué. Parce que souvent, les enfants, justement, sont naturels. Donc, c'est eux qui établissent un lien quand on arrive des fois dans des endroits... alors que les parents, des fois, sont sur la réserve. Mais là, moi, je l'ai vu de loin, ce gamin. Je ne me rappelle plus par quoi il était apeuré, mais... je sais que au moment où j'ai déclenché, j'ai su qu'il y avait quelque chose là. Moi, c'est une photo qui me touche parce que j'ai un enfant qui a 6 ans, alors je sais pas quel âge est la petite, mais ça doit être pas loin. Et enfin, ça me touche. Quand on est papa, ça touche. Ouais. Bon, allez, on va pas pleurer, on va passer à la page 80 avant que les larmes coulent. 81, ouais. le Yémen.
Le Yémen. Alors je voulais que tu nous en parles parce que moi c'est un pays qui me fascine et qui malheureusement en ce moment est complètement inaccessible, ravagé par une guerre complètement absurde. C'est comment le Yémen? Enfin c'était comment le Yémen? Alors je ne vais pas parler de tout le Yémen, puisqu'en fait c'était sur un voyage de 15 jours à peu près, en rando. D'accord. Donc on était un petit groupe de 3 avec un guide. Donc c'était quand même très très limité. Et en fait, on faisait rando d'une ville à l'autre, dans le sud-ouest du pays. C'était en quelle année ça? 2006. 2006. Donc en fait, il y a eu un moment où la situation politique s'est un peu calmée. Et bon, l'agence avec laquelle on est parti, on avait eu des discussions là, et le gars nous a dit bon, ils aimeraient bien développer le tourisme, quoi. Bon. Ça a été un cours ça a été court, ouais. Ça a été court, hein. De suite après, à nouveau, ça a recommencé. Et voilà, donc balade entre les villages et des maisons en pierre. Enfin, ce sont des habitations assez incroyables. Beaucoup de paysages montagneux, en tout cas dans le sud-ouest où on marchait, là, avec des terrasses tout en pierre, là. Alors avant, ils cultivaient du café, et là, ils se sont mis depuis quelque temps déjà, ils se sont mis à culture du cat. Et en fait, c'est un fléau incroyable, parce que le cat, les gars, là, ils mâchent ça toute la journée, et ça les rend dans un état... ouais, je connais un peu. Un état liquide, on va dire. Je connais un peu, je travaille avec un client à Djibouti, et j'ai un projet de livre là-bas, et... Ouais, on voit les ravages du cat. Alors moi, je le connais surtout au travers des chauffeurs de taxi qui cattent, qui mâchent le cat, on dit catter, qui cattent toute la journée et qui sont complètement... Ils font du 2 à l'heure, là. C'est vraiment... Ils sont défoncés, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, et pour un pays, c'est un fléau, parce qu'en fait, apparemment, c'est beaucoup moins fatigant de cultiver ça que le café. Ça demande moins d'entretien, moins d'irrigation, moins de... Enfin, tout un tas de travaux agricoles, et là, ils se laissent aller complètement, quoi. Ouais, puis j'avais un peu lu des articles dessus, et les gouvernements ont du mal en plus à l'interdire, parce qu'il y a une grosse partie de la population qui catte, et que tout de suite, quand ils essayent de faire des lois et de limiter ça, ça se révolte. Mais ouais, ils ont vraiment beaucoup de mal, parce que enfin, ils sont dopés, en fait, ils sont accros. Oui, c'est ça, ouais. Ils sont accros, et puis après, pour pouvoir faire vivre leur famille, ils ont besoin de travailler beaucoup. Et les chauffeurs de taxi, notamment à Djibouti, en fait, ils cattent parce que ça empêche de dormir. Et du coup, ils peuvent rouler bon, là, pour le coup, à 2 à l'heure, mais ils peuvent travailler 24 heures sur 24 quand ils cattent. Le reste, c'est-à-dire les 9/10 du travail quotidien, ce sont les femmes. Ouais. Comme dans beaucoup de pays. Ouais. La photo là qui est en haut de la page 60, c'est quoi 70 81, ouais. La photo qui est en haut de la page 80 là, elle est magnifique. C'est quelle ville ça? Oh, je ne saurais pas te le dire. Pour décrire, c'est une ville, c'est une vue prise un peu de haut, avec que des bâtiments qui sont dans les mêmes teintes. Ouais, c'est magnifique. Pierre, hein. C'est tout en pierre. Je vous invite à acquérir le livre pour voir l'image. On va partir sur la page 96. Il en restera une après, puis on aura terminé cet épisode qui doit être un des plus longs. Donc page 96. Encore. Magnifique cet endroit. Ah oui, j'en rêvais depuis longtemps, en fait. Et bon, le fait d'aller au Cambodge, je me suis gardé 4 ou 5 jours, juste pour un cours, en fait. Quelle année ça? 2000, c'est écrit 2018. Ouais, j'ai passé Noël là-bas. Moi, je trouve que c'est un des endroits dans le monde où, malgré la masse touristique, parce qu'il y en a beaucoup, faut quand même l'avouer, on arrive quand même à ressentir une certaine... Il y a une ambiance quand même. Si on vient tôt le matin et qu'on fait le circuit à contre-courant, c'est... Oui, puis... Bon voilà, moi je fais souvent pour les voyages, je pars ça part d'un petit... juste d'une image ou d'un son ou n'importe quoi, et puis dans mon esprit c'était ces visages du temple Bayol, ces visages dans les pierres là, ces sculptures bouddhistes. J'étais parti là-dessus, et puis ça m'a fait rêver, et puis je me suis documenté, et puis voilà, ça finit par un voyage. Et je voulais absolument voir ce temple Bayon. Alors les autres sont intéressants, je ne dis pas le contraire, mais c'était surtout celui-là en fait. Bon, après tout le
Tout le site est tellement... Ouais, alors, pour ceux qui ne connaissent pas les temples de Angkor, donc il y a celui qui est très connu, on voit toujours, alors je sais plus son nom, Angkor Wat, oui, où il y a toujours, on voit toujours les mêmes photos avec un reflet dans l'eau. Je l'ai faite aussi, mais en fait Angkor, oui d'ailleurs elle est sur le livre. Angkor, c'est toute une série de temples. C'est le site est énorme et il y a beaucoup de temples, donc des petits qui sont plus méconnus où il y a moins de monde aussi. Mais ouais, non, c'est vraiment un bel endroit. Oui, c'est l'intérêt du site. En fait, on peut louer à la journée un tuk-tuk là. Ouais, le gars, il reste là, il est à notre disposition et c'est ça. Ouais. Et on va d'un site à l'autre. C'est incroyable. Moi, j'avais passé plusieurs jours. J'avais fait une journée comme ça en tuk-tuk, mais j'avais fait une journée à vélo aussi. Alors, par contre, je suis rentré, j'étais terminé. Chaud et humide à l'époque où j'étais. Alors, on va quitter Angkor et on va parler de la dernière page, la page 120. J'arrive pas à me relire. 128. Cette photo est magnifique. Himalaya. Un lever ou un coucher de soleil? C'est un coucher de soleil en fait. La montagne est dingue. C'est quoi, Trek? Alors j'étais parti tout seul au Népal, c'était en 95. J'avais visité la vallée de Katmandou et puis je m'étais accordé donc 15 jours de rando. Bon, c'est un trek assez connu là sur le tour des... Enfin, moi, je n'avais pas fait le tour des Annapurna, mais j'avais été au camp de base des Annapurna. Alors le camp de base, en fait, je crois que si je me souviens bien, il est à 4200 mètres. Et on arrive après plusieurs jours de marche dans les vallées, les villages et tout ça. Et on arrive à un refuge c'est un énorme cirque en fait de montagne. Sauf que nous, on est déjà à 4002 et les montagnes qui sont autour sont toutes à plus de 7000, 8000. Quoi. Voilà. Donc, en fait, il faut y monter le matin et essayer d'arriver avant midi ou 1h parce qu'après, il y a la brume qui monte. Ouais. Et on se met dans ce refuge. Bon, il fait pas chaud. Et on attend que le temps passe, en fait. Parce que la brume englobe tout et puis on voit plus rien jusqu'au lendemain, quoi. Et bon, moi j'ai pu prendre cette photo là vers 18h, si je me souviens bien. C'est la brume qui donne ce côté un peu mystique alors. Il y a ça, oui. Parce qu'en fait, alors pour décrire la photo, donc c'est un sommet himalayen au coucher de soleil, sauf qu'on ne voit pas bien le bas et on ne voit pas bien le haut. C'est vraiment au zoom en fait, c'est un détail quoi. Il doit y avoir un trou dans la brume, j'imagine, qui permet de faire une photo de la montagne. Voilà, mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai juste. Ouais, c'est le genre de moment très éphémère. C'est ça. Bon, moi j'ai aimé ces espèces de rayures, là, on dirait un peu une glace italienne. Ben, en fait, sans la légende, je suis pas sûr qu'on se dise au premier abord que c'est un sommet de l'Himalaya, enfin de montagne en tout cas. En tout cas, c'est bien vertical, quoi. Ouais, moi l'Himalaya, ça m'attire. Mais il y a tellement d'endroits de toute façon. Comment on fait pour Et puis alors là, en plus en ce moment, enfin bon, on va pas revenir dessus. Écoute, Philippe, c'était super sympa de faire cet épisode avec toi. Est-ce que tu veux conclure? Est-ce que tu as quelque chose à dire encore? Donc par rapport à tous ces voyages, je suis très 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 content avec le temps de me dire que je les ai faits, même si je me dis aussi que en fait ça vaudrait le coup peut-être d'y retourner pour approfondir un petit peu plus tout ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment d'autres projets, d'autres envies et l'envie de partir déjà c'est quelque chose qui est tenace donc voilà. Et puis alors l'aventure du livre qui est une petite aventure personnelle en soi, c'était quelque chose qui n'était pas préparé mais bon du coup ça on va en parler tout à l'heure pour le prochain épisode. Donc j'ai passé une année très très sympa à ressortir tout ça. Ouais, ça permet de se replonger dans les souvenirs, c'est toujours sympa. Mais écoute, vraiment merci beaucoup Philippe, c'était super sympa comme épisode avec beaucoup d'émotions, j'aime bien. Puis alors j'ai aimé tous les épisodes que j'ai fait avec le podcast, mais les photographes voyageurs ça me touche toujours plus étant donné que j'en suis un moi-même. Alors Philippe, nous on se retrouve dans 2 minutes pour enregistrer un épisode sur l'auto-édition pure et dure. D'accord. Alors ça c'est plutôt destiné aux photographes qui ont envie d'auto-éditer leurs livres ou les curieux qui se posent des questions ou le grand public qui veut connaître les coulisses du livre. Donc nous on se retrouve dans 2 minutes et puis pour les auditeurs ça sera la semaine prochaine. Merci Philippe, au revoir. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note.
5 étoiles, ça serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.